Automne 1911. Belgique. Le premier congrès Solvay, conférence en physique et chimie réunissant les plus grands scientifiques du monde, se déroule à l'hôtel Métropole de Bruxelles. Parmi les participants, 3 grands noms qui sont liés par leurs études à la théorie de la relativité restreinte. Le néerlandais Hendrik Lorentz, le français Henri Poincaré et le suisse d'origine allemande Albert Einstein. La rencontre est plutôt tendue entre Einstein et Poincaré. Au cœur des tensions, la paternité de la théorie de la relativité restreinte, attribuée à Einstein suite à son article publié en septembre 1905. Or, Poincaré a publié une note en juin 1905, dont les conclusions sont les mêmes que celles d'Einstein, et auxquelles ce dernier aurait peut-être eu accès. Une controverse oppose depuis les partisans d'Einstein et ceux de Poincaré quant à la priorité de la découverte. Enquêtons donc sur cette affaire scientifique, et tentons de replacer le rôle de chacun dans cette découverte majeure. Il est tout d'abord essentiel de bien comprendre les enjeux scientifiques qui sont au cœur de cette controverse, sans non plus entrer dans des détails trop techniques. Le principe de relativité est énoncé par Galilée à la fin de la Renaissance italienne. Pour faire simple, envisageons un exemple moderne. Vous vous trouvez dans un train qui se déplace à la vitesse grand V, et vous décidez de marcher vers l'avant du train à une vitesse petit v. Votre vitesse, pour un observateur au sol, est donc de grand V plus petit v. Si vous revenez en arrière, elle sera de grand V moins petit v. C'est ce que l'on nomme la loi d'addition des vitesses. Il y a ici plusieurs vitesses, celle du passager par rapport au train, du train par rapport au sol, et enfin du passager par rapport au sol. Ces vitesses sont donc relatives en fonction du référentiel, sol ou train. Le fait que tout mouvement soit relatif à un référentiel a été introduit par Galilée. Cela se traduit mathématiquement par une loi d'addition des vitesses classiques, appelée en son honneur transformation de Galilée. Intuitivement, le temps s'écoule de la même façon en fonction du référentiel, que l'on soit dans le train ou au sol. Au XIXe siècle, 2 scientifiques, Michelson et Morley, tentent de mettre en évidence le mouvement de la Terre autour du Soleil. La Terre, en tournant autour du Soleil, est comme le passager du train. Tantôt elle va vers la lumière, tantôt elle s'en éloigne. La Terre se déplaçant à 30 km/s et la lumière à environ 300 000 km/s, sa vitesse devrait être de 300 000 km/s, plus ou moins 30 km/s. Sauf que les 2 scientifiques n'arrivent pas à cette conclusion. Entre 1881 et 1887, ils expérimentent inlassablement. Le résultat est toujours le même. La vitesse de la lumière est invariante. 299 796 km/s. Le principe de relativité galiléenne, accepté depuis des siècles, est remis en cause. Il faut donc trouver une explication, puisque la loi d'addition des vitesses de Galilée ne fonctionne plus pour de grandes vitesses. Plusieurs scientifiques s'attaquent au problème, dont les plus célèbres sont Hendrik Lorentz, prix Nobel de physique en 1902, et Henri Poincaré, le mathématicien à l'origine de la théorie du chaos. Le 27 mai 1904, Lorentz publie un article dans lequel il propose une transformation généralisant la loi d'addition des vitesses de Galilée pour de grandes vitesses, tout en citant les scientifiques qu'il considère comme précurseurs, notamment Voldemar Voigt, qui avait proposé une transformation similaire en 1887, ou le physicien écossais Fitzgerald, qui fut le premier à proposer l'hypothèse de contraction des longueurs en 1889. Poincaré, quant à lui, présente à l'Académie des sciences, le 5 juin 1905, une note de 4 pages sur la dynamique de l'électron, dans laquelle il modifie et complète la transformation de Lorentz et donne ainsi la bonne formule permettant de généraliser la loi des vitesses de Galilée. Toujours soucieux de rendre hommage à ses prédécesseurs, Poincaré lui donne le nom de transformation de Lorentz. Dans sa note, Poincaré, bien avant Einstein,
postule l'impossibilité de mettre en évidence le mouvement absolu, ce qui a pour conséquence que la vitesse de la lumière devienne une limite infranchissable. Mais alors, qu'en est-il d'Einstein ? Depuis 1902, son attitude rebelle à l'égard de ses professeurs à l'université ne lui a pas permis d'obtenir un poste d'assistant. Cependant, il a pu trouver un emploi à l'Office des brevets de Berne, tout en poursuivant ses recherches. Il travaille également pour la revue Annalen der Physik, qu'il emploie pour analyser les articles scientifiques avant leur publication, ce qui lui donne accès aux dernières découvertes dans de nombreux domaines. Avec ses amis, il a créé l'Académie Olympia en 1902, petit groupe de discussion dans lequel on commente les derniers travaux scientifiques, notamment ceux de Poincaré. En 1905, il publie plusieurs articles qui lui vaudront, après la Première Guerre mondiale, une reconnaissance internationale, dont l'un sera récompensé par le prix Nobel en 1921. C'est le 30 juin 1905 que la revue allemande Annalen der Physik reçoit l'article d'Albert Einstein nommé « Sur l'électrodynamique des corps en mouvement », qui ne sera publié que le 26 septembre 1905. La théorie d'Einstein se fonde sur les mêmes hypothèses que celle de Poincaré et aboutit à une formule de la loi d'addition des vitesses relativistes en tout point identique à celle de Poincaré. Einstein, dont l'article a pourtant été publié plus de 2 mois et demi après celui de Poincaré, reçoit tous les honneurs sur la théorie de la relativité restreinte. Une question se pose alors. Einstein a-t-il eu accès à la note de Poincaré du 5 juin 1905 ? Plusieurs éléments laissent à penser qu'Einstein a eu accès à la note de Poincaré. Tout d'abord, cette note fut publiée une semaine après sa présentation à l'Académie des sciences au compte-rendu, auquel toutes les universités étaient abonnées. Einstein y avait donc accès. Ensuite, le titre de l'article d'Einstein reprend quasiment mot pour mot une phrase du discours de Poincaré au congrès de Saint-Louis de 1904. Ne devrions-nous pas aussi nous efforcer d'obtenir une théorie plus satisfaisante de l'électrodynamique des corps en mouvement ? Enfin, et ce qui est intriguant, Einstein ne mentionne ni les travaux de Michelson et Morley, ni ceux de Lorentz, et encore moins ceux de Poincaré, comme s'il ignorait les travaux de ses prédécesseurs et avait élaboré seul sa théorie. Einstein est pourtant rompu aux usages des publications scientifiques, qui impliquent de faire référence aux travaux précédents. Un autre élément est particulièrement troublant. En 1943, devenu alors citoyen américain, on lui demande de vendre le manuscrit de 1905 pour participer à l'effort de guerre. Selon un article du New York Times du 2 février 1944, Einstein aurait alors recopié le manuscrit de la relativité restreinte pour cette occasion. Où est donc passé l'original ? Selon Einstein, il ne l'aurait simplement pas conservé. Étonnant lorsque l'on sait que sa maison berlinoise fut perquisitionnée par les chemises brunes d'Hitler. Il aurait pu déclarer qu'il fut simplement brûlé ou détruit par les nazis. Même si cet élément ne rend pas nécessairement Einstein suspect, un témoignage du physicien soviétique Abraham Ioffe, qui a examiné l'article de 1905, évoque une autre thèse. Sur le document original, que Ioffe n'a jamais produit, apparaît 2 noms. Celui d'Albert Einstein, évidemment, mais également celui de Mileva Marić, la femme d'Einstein. Ce fait ne fut jamais confirmé, hormis par ce témoignage, mais dans ce cas, Einstein aurait eu tout intérêt à faire disparaître l'original. On a longtemps prétendu que la différence entre la note de Poincaré du 5 juin 1905 et l'article d'Einstein du 26 septembre résidait dans le fait qu'Einstein avait présenté la loi d'addition des vitesses relativistes avant Poincaré. Or, la découverte récente d'une correspondance entre Poincaré et Lorentz, datant du mois de mai 1905, montre clairement, et de façon irréfutable, que Poincaré l'avait déjà établi. S'il apparaît ainsi que Poincaré a bien devancé Einstein
dans l'élaboration des fondements de la théorie de la relativité restreinte, cela n'est pas sans poser certaines questions. En effet, pourquoi dans ce cas Poincaré n'a-t-il rien dit ? Pourquoi la version de la théorie de la relativité d'Einstein s'est-elle imposée plutôt que celle de Poincaré ? La réponse se situe peut-être au niveau de la différence entre les deux hommes. Poincaré, le mathématicien du 19e siècle, qui appartient à un monde savant dont les principes sont avant tout académiques. Et Einstein, le scientifique du 20e siècle, l'avant-gardiste, affranchi du monde universitaire, et dont la vision moderne ouvre déjà une fenêtre vers l'univers. Les doutes quant à la paternité de l'article sur la relativité restreinte ne retirent rien au génie d'Einstein, mais ne permettent pas non plus d'estimer les travaux d'Henri Poincaré à leur juste valeur. Au final, comme le considérera Stephen Hawking, Lorentz et Poincaré peuvent être crédités de la transformation mathématique de la loi d'addition des vitesses de Lorentz, Einstein de son interprétation physique. Alors j'espère que cette vidéo un peu particulière vous a plu. Elle a été réalisée en collaboration avec Jean-Marc Ginoux, maître de conférence à l'université de Toulon, docteur en mathématiques appliquées et docteur en histoire des sciences de l'université Pierre et Marie Curie, Paris 6. Elle est réalisée en partenariat avec Écosciences Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le cadre de la saison 3 des vidéos éco-scientifiques. Si vous désirez creuser le sujet, notamment au niveau scientifique, un live est disponible sur la chaîne d'Écosciences Provence-Alpes-Côte d'Azur, où nous allons beaucoup plus loin. Comme d'habitude, si vous désirez acquérir cette illustration originale, signée par l'artiste Manon Potier du studio DTDA, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Tipeee de la chaîne. Encore un grand merci aux tipeurs et utipeurs, et à bientôt pour un nouvel épisode.